Elle a construit une minuscule boîte à l'intérieur de sa cabane. Nels Halverson, Shulkan Halverson, qui avait survécu à 11 hivers dans le Dakota, lui avait dit clairement: quand le grand froid arrivera, cet enfant gèlera dans son lit et vous regarderez cela se produire. Elle avait 9 $. Elle avait une fille de 4 ans. Elle avait un tuyau de poêle qui tenait avec du fil de fer. Le 12 janvier 1888, la température a chuté de 40 degrés en 3 minutes. Mais 5 mois plus tôt, Ragnar Torvik n'avait jamais passé une seule nuit dans la prairie. Elle est descendue du train à la gare de Parker le 14 août 1887. Elle portait tout ce qu'elle possédait dans une malle et un sac de voyage. Sa fille Liv lui serrait la main, âgée de 4 ans. Trop jeune pour comprendre pourquoi elles avaient quitté Chicago. Trop jeune pour comprendre que son père ne reviendrait pas. Le quai était vide, à l'exception d'un homme chargeant des sacs de grains sur un chariot. Il n'a pas levé les yeux. L'agent de la gare a pointé vers l'est lorsque Ragnar a demandé la concession des Torvik. 3 miles par là. Suivez les ornières du chariot jusqu'à ce que vous voyez une baraque avec une clôture effondrée. C'est celle que votre mari a enregistrée. Il a fait une pause. Vous êtes la veuve. Ragnar a hoché la tête. C'est ce que je pensais. Il a regardé Liv, puis de nouveau Ragnar. Gunnar n'a jamais vécu là-bas. Il a rempli les papiers et est retourné à Chicago pour vous chercher. La fièvre l'a emporté avant qu'il ne puisse le faire. L'agent a haussé les épaules. La concession est à vous maintenant si vous la voulez. 6 mois pour établir résidence ou elle revient à l'État. Le bureau d'enregistrement du comté a les papiers. Ragnar avait 9,40 $. Le billet de train pour retourner à Chicago en coûtait 11. Elle n'avait pas d'autre choix que de vouloir cette terre. La marche a pris 2 heures. Liv était portée sur sa hanche pour le dernier mile, trop fatiguée pour marcher. La prairie s'étendait à plat dans toutes les directions. Pas d'arbres, pas de collines, rien pour briser le vent qui venait régulièrement du nord-ouest. Ragnar avait grandi à Telemark, où les montagnes bloquaient le ciel. Ici, le ciel était tout. Il appuyait vers le bas comme un poids. La baraque est apparue à l'horizon comme une tache sur bord, puis elle est devenue ce qu'elle était vraiment. Une boîte de planches et de papier goudronné de 12 pieds sur 14, penchant légèrement vers le sud. La clôture mentionnée par l'agent de la gare s'était entièrement effondrée. Derrière la baraque, une pile de bois de récupération. Une demi-corde tout au plus, laissée par celui qui avait abandonné l'endroit avant l'arrivée de Gunnar. Ragnar a posé Liv et a poussé la porte. À l'intérieur, un sol en terre battu tassé. Une fenêtre, le verre intact, mais couvert de crasse. Un poêle en fonte rouillé dans le coin. Son tuyau montait à travers un collier en étain dans le toit. Elle pouvait voir la lumière du jour à travers les fentes entre les planches des murs. Pas des fissures, mais des fentes assez larges pour y glisser ses doigts, une chaise cassée, une étagère en planche tenant une tasse en étain et une assiette fêlée. C'était de la ferme. C'était ce qu'elle avait. Elle a regardé le tuyau du poêle. 3 jointes le reliaient au poêle et le faisaient passer par le toit. Chaque joint était enveloppé de fil de fer, là où les sections ne s'emboîtaient plus. Le fil était rouillé. Quand elle a touché le tuyau, il a vacillé. Liv a tiré sur sa jupe. « Maman, j'ai faim. » Ragnar avait du pain et du fromage dans le sac de voyage. Elle a nourri Liv, puis a marché le long du périmètre de la concession pendant que sa fille mangeait. 160 acres d'herbe et de terre. Pas de puits. Elle devrait transporter de l'eau depuis un ruisseau quelque part. Pas de grange, juste un abri effondré qui avait peut-être abrité un cheval autrefois. Aucun voisin visible dans aucune direction. L'agent avait pourtant mentionné une ferme à 1,5 miles au nord. Elle se tenait dans l'herbe et calculait. C'était de la mi-août. L'hiver arrivait fin octobre, parfois plus tôt. Elle avait 11 semaines. Elle avait 9 $. Elle avait une enfant de 4 ans qui ne pouvait pas aider aux travaux lourds. Elle avait une baraque qui n'était pas une maison. C'était une tente en bois avec un poêle à l'intérieur. Et elle n'avait jamais en 31 ans passé un hiver ailleurs que dans une maison solide. Une maison avec des murs épais et un feu qui ne s'éteignait jamais. Le vent s'est levé. Ragnar a regardé l'herbe pliée et a pensé à ce que signifierait l'hiver sur cette prairie. Nels Halverson est arrivé 3 jours plus tard. Il montait une jument grise. C'était un homme dans la cinquantaine, au visage comme du bois patiné et aux mains usées par des décennies de dur labeur. Il n'a pas souri en se présentant.
Il n'a pas offert de politesse. Il est descendu de cheval, a attaché la jument au poteau de clôture effondré et est passé devant Ragna. Il est entré dans la baraque sans demander la permission. Elle l'a suivi à l'intérieur. Liv faisait la sieste sur une couverture dans le coin. Elle dormait par terre depuis leur arrivée, enveloppée dans tout ce que Ragnar avait apporté. Halverson a testé le tuyau du poêle avec sa main. Il a vacillé. Il a examiné les fences dans les murs, pressant sa paume contre l'une d'elles et sentant le vent passer. Il a compté le bois empilé derrière la cabane, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis il s'est tourné vers Ragnar. « Vous êtes la veuve de Gunnar. Je le suis. C'était un idiot de demander cette concession et un plus grand idiot de vous laisser avec. » La voix d'Halverson était plate, sans méchanceté. Il énonçait des faits. Ce n'est pas une maison. C'est un cercueil qui attend d'être cloué. Ragnar n'a rien dit. Vous avez besoin de 15 cordes de bois minimum pour survivre à un hiver dans le Dakota. 20, c'est plus sûr. Cette pile derrière votre cabane est une demi-corde de débris. Le bois le plus proche est à 18 miles à l'est. Vous n'avez pas de chariot. Vous n'avez pas d'attelage. Même si vous en aviez, une femme seule ne peut pas couper et transporter 15 cordes de bois tout en s'occupant d'un enfant. Il a fait un geste vers le poêle. Ce tuyau ne résistera pas à un coup de vent violent. Le premier vrai vent le décrochera. Et alors vous aurez un feu sur vos genoux, ou plus de feu du tout. Je peux le réparer, a dit Ragnar. Avec quoi? Plus de fil de fer? Halverson a secoué la tête. J'ai perdu ma première femme pendant l'hiver de 81. 2 de mes enfants avec elle. Le combustible a manqué. Nous ne pouvions pas atteindre la ville. Je me suis assis dans ma cabane et je les ai regardés geler parce que je n'avais pas assez de bois. Sa voix ne tremblait pas. Il ne demandait pas de sympathie. Il délivrait un avertissement. Je sais ce qu'il faut pour survivre ici. Vous ne l'avez pas. Alors que dois-je faire? Vendez cette concession. Prenez tout ce que vous pouvez obtenir. 15 ou 20 dollars si vous trouvez un idiot. Retournez à Chicago avant que la neige ne tombe. Il a regardé Liv, toujours endormi sur la couverture. Cet enfant mérite mieux que de mourir dans une cabane en planche parce que sa mère était trop fière pour admettre sa défaite. Ragnar a senti les mots atterrir comme des coups. Elle voulait argumenter. Elle voulait lui parler des femmes de Telemark qui avaient survécu à des hivers plus durs que tout ce que le Dakota pouvait offrir. Mais elle n'avait aucun argument qui compterait. Il avait vu ses enfants mourir. Il savait de quoi il parlait. Quand le grand froid arrivera, a dit Halverson en se dirigeant vers la porte, cet enfant gèlera dans son lit et vous regarderez cela se produire. Ce n'est pas une menace. C'est ce qui arrivera si vous restez. Je vous le dis parce que personne ne me l'a dit et j'aurais aimé qu'on le fasse. Il est monté sur son cheval et est parti vers le nord sans se retourner. Ragnar est resté dans l'embrasure de la porte et l'a regardé partir. Le vent se levait à nouveau. Elle pouvait entendre le tuyau du poêle cliqueter à l'intérieur. 9 dollars, 11 semaines. Une enfant qui ne pouvait pas aider et une baraque qui ne pouvait pas les protéger. Halverson avait raison. Le calcul était impossible. Mais le billet de train coûtait 11 dollars et elle en avait 9. L'idée est venue 3 semaines plus tard, dans le noir, dans le froid. Septembre était arrivé et avec lui le premier goût de ce que l'hiver apporterait. Les températures diurnes montaient encore à 60 degrés. Mais la nuit, la prairie devenait hostile. Ragnar s'est réveillé en frissonnant à 2 heures du matin. Liv était pressée contre son flanc. Leur couverture était inadéquate contre le froid qui s'infiltrait par chaque fente des murs. Elle est restée là, les dents claquant, et a pensé à la maison de sa grand-mère à Telemark. Le scapsing, le lit clos. Il se trouvait dans le coin de la pièce principale, aussi loin que Ragnar pouvait s'en souvenir. Une enceinte en bois construite dans les murs. 6 pieds de long, 4 pieds de haut, avec des portes qui se fermaient pour vous sceller à l'intérieur. Sa grand-mère l'avait appelé l'endroit le plus chaud de Norvège. Lors des nuits les plus froides, quand le feu ne laissait que des braises et que le givre se formait à l'intérieur des fenêtres, la famille grimpait dans le lit clos et se réveillait au chaud. La boîte garde votre chaleur, avait dit sa grand-mère. La pièce la perd. Restez dans la boîte. Ragnar s'est assise dans le noir. Liv a murmuré mais ne s'est pas réveillée. La baraque faisait 12 pieds sur 14, 168 pieds de carré. Environ 1000 pieds de cubes d'air à chauffer avec des fentes dans chaque mur,
laissant cette chaleur s'échapper dans le vent de la prairie. Aucune quantité de combustible ne garderait cet espace chaud si le poêle tombait en panne. Halverson avait raison sur ce point. Mais une boîte, une petite boîte, 6 pieds par 3 pieds et demi par 4 pieds, 84 pieds cubes, 12 fois plus petite que la cabane. Elle ne pouvait pas chauffer la pièce, elle le savait maintenant. Mais peut-être qu'elle n'avait pas à le faire. Peut-être qu'elle devait seulement chauffer de la boîte. Le lendemain matin, Ragnar a parcouru la concession à la recherche de matériaux. L'abri effondré n'a rien donné. Le bois était pourri. Mais à un demi-mille au sud, elle a trouvé ce qui restait d'un petit bâtiment extérieur. Peut-être un hangar de stockage qui s'était effondré sur lui-même il y a des années. Les planches étaient patinées mais solides. Du pain, principalement d'un pouce d'épaisseur. Elle en a compté assez pour 2 murs, peut-être 3 si elle faisait attention avec la scie. Elle n'avait pas de scie. Elle a marché jusqu'à la ferme des Halverson cet après-midi-là, Liv sur sa hanche. Madame Halverson, sa seconde femme, une femme calme nommée Breda, ouvert la porte. Ragnar a demandé à emprunter une scie à main. Pourquoi faire? A demandé Breda. Pour construire quelque chose. Breda l'a regardé un long moment, puis a disparu à l'intérieur. Elle est revenue avec la scie et une question. Nels a dit que vous devriez vendre et partir. Vous ne partez pas. Je n'ai pas les moyens de partir. Alors j'espère que ce que vous construisez vous gardera en vie. Elle ne semblait pas optimiste. Le siège a pris 2 jours. Les mains de Ragnar étaient couvertes d'ampoules à la fin de la première heure. Elles se sont ouvertes à la fin du premier jour. Elles saignaient à travers les chiffons dont elle les avait enveloppés à la fin du second. Mais elle avait des planches, assez de planches pour une boîte. Elle a mesuré le coin sud-est de la baraque, le coin le plus éloigné de la porte, où 2 murs se rencontraient. Elle utiliserait ces murs comme le fond et un côté. Elle construirait 2 nouveaux murs en pin et une porte montée sur charnière. La conception était simple parce qu'elle devait l'être. Elle n'avait aucune formation en menuiserie. Elle avait regardé des hommes construire à Telemark et à Chicago, mais regarder n'était pas faire. Chaque joint était une estimation. Chaque angle était approximatif. Mais la boîte prenait forme. Martha Lindgren est apparue le 4e jour de la construction. C'était une femme robuste, âgée de 38 ans, née en Norvège comme Ragnar, mais d'une région différente. Elle et son mari Eric cultivaient la concession adjacente à celle de Ragnar. Bien qu'adjacent dans la prairie signifie que leur maison était à près de 2 miles. Elle avait marché jusque-là, a-t-elle dit, parce qu'elle avait vu Ragnar transporter du bois et voulait savoir ce qui se passait. Ragnar lui a montré. Martha a étudié le cadre à moitié construit dans le coin. 2 murs montés, le 3e en cours, des planches et des clous éparpillés sur le sol en terre battue. Son expression est passée de la curiosité à la confusion, puis à quelque chose comme de l'alarme. Qu'est-ce que c'est? Un scapsing, un lit clos. Ma grand-mère en avait un à Telemark. Je sais ce qu'est un scapsing. Ma tante en avait un. Martha a marché autour du cadre en passant sa main sur les planches. Mais c'était dans une maison en pierre avec des murs de 2 pieds d'épaisseur et un feu qui ne s'éteignait jamais. Ceci est une baraque en planches. Les murs sont en papier. La boîte n'est pas les murs. La boîte est à l'intérieur d'une maison qui gèlera instantanément dès que votre poêle tombera en panne. Martha s'est tournée pour lui faire face. Ragnar, tu as une demi-corde de bois et l'hiver arrive dans 6 semaines. Tu devrais couper du foin pour le tordre et en faire du combustible. Tu devrais supplier Halverson de te transporter du bois à crédit. Tu ne devrais pas construire de meubles. Ce n'est pas un meuble. Alors qu'est-ce que c'est? Un endroit pour survivre quand le poêle tombera en panne. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Martha l'a fixé. Quand, a-t-elle dit? Pas si. Ragnar a pointé le tuyau du poêle. Regarde-le. 3 jointes tenues ensemble avec du fil de fer qui est complètement rouillé. Le premier vent violent le fera tomber. Je ne peux pas le réparer. Je n'ai ni l'argent ni les matériaux. Quand il tombera, je n'aurai plus de feu. Et quand je n'aurai plus de feu, Liv et moi aurons besoin d'un endroit où aller. Tu construis un cercueil. Je construis une boîte qui retient la chaleur. La chaleur du corps. Ma grand-mère a dit. Ta grand-mère vivait en Norvège dans une vraie maison, pas ça. Martha a balayé de son bras les murs de la baraque, les fentes, le sol en terre. Tu paries la vie de ton enfant sur un souvenir du vieux pays. Si tu as tort,
Cette boîte ne vous sauvera pas. Ce sera juste l'endroit où ils trouveront vos corps. Ragnar a ramassé son marteau. Alors aide-moi à m'assurer que je n'ai pas tort. Martha n'a pas aidé. Elle est restée un autre moment et secoué la tête et est partie sans dire au revoir. Mais elle est revenue 2 jours plus tard avec 6 œufs et un pot de conserves. Elle n'a pas mentionné le lead close. Elle n'a pas offert son approbation, mais elle est revenue. Olaf Bjornsson l'a trouvée au magasin général à Parker. Elle avait marché les 4 miles jusqu'à la ville pour acheter des charnières et des clous. 40 cents pour les charnières, 35 cents pour une livre de clous. Il lui restait 7,90 $. Elle comptait les pièces quand l'ombre de Bjornsson est tombée sur le comptoir. C'était un grand homme de 42 ans. Il avait 800 acres, 3 fils et la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais échoué à rien. Il avait essayé d'acheter sa concession 2 semaines après son arrivée. 15 $, assez pour un billet de train retour pour Chicago, mais pas assez pour recommencer ailleurs. Elle y avait refusé. Il n'avait pas accepté le refus. Eh bien, vous jouez toujours à la maison là-bas. Sa voix était assez forte pour que tout le monde dans le magasin l'entende. Le commerçant, les 2 fermiers examinant des paquets de graines, la femme achetant du tissu près de la fenêtre. Je suis passé devant votre concession hier. J'ai vu ce que vous construisez. Il a ri, un son bref et dur, une armoire pour dormir, comme un enfant qui se cache sous les couvertures. Ce n'est pas comme ça qu'on survit à un hiver dans le Dakota. C'est comme ça qu'on meurt en se sentant ridicule. Ragnar n'a pas répondu. Elle a continué à compter ses pièces. Bjornsson s'est approché. Je vous ai offert 15 $ pour cette terre. Un prix juste pour une concession sans amélioration et une baraque qui ne durera pas la saison. Vous avez dit non. Fierté. Fierté de veuve. Il s'était penché. Marquez mes mots et je veux que tout le monde ici entende ça. D'ici février, cette concession sera vide. Elle peut construire toutes les armoires qu'elle veut. Quand ce tuyau de poêle partira, et il partira, elle découvrira ce que signifie vraiment le froid. Il s'est adressé directement aux commerçants. J'espère juste qu'elle aura le bon sens de laisser la petite avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait avant que cela n'arrive. Sinon, il y aura 2 corps à enterrer au printemps, et le comté devra payer pour ça. Personne dans le magasin n'a parlé. Personne ne l'a défendu. Les fermiers étudiaient leurs paquets de graines. La femme près de la fenêtre n'a pas levé les yeux. Ragnar a pris ses charnières et ses clous, a payé le commerçant et est sorti. La marche de retour vers la concession a pris 2 heures. Elle a pleuré pendant le premier mile. Pas à cause des mots de Bjornsson, mais d'épuisement et de peur, et de la certitude grandissante que tout le monde avait raison et qu'elle avait tort. Puis elle a arrêté de pleurer, a essuyé son visage et a continué à marcher. Liv attendait à la baraque, surveillée par personne. Ragnar l'avait laissée endormie, espérant revenir avant son réveil. Elle n'était pas revenue à temps. Liv était assise dans la terre devant la porte, serrant sa poupée. Son visage était strié de larmes. Maman était partie. Maman était de retour maintenant. Elle a pris sa fille et l'a portée à l'intérieur. Le lit clos à moitié construit se tenait dans le coin comme une accusation. Elle l'a regardé. Les planches de pain, les joints soignés, l'espace où irait la porte. Et elle a pris une décision. Si elle devait mourir, elle mourrait en construisant. Elle ne mourrait pas en attendant. Non, non. Octobre est arrivé, froid et rapide. Le premier gel a frappé le 18. De la glace sur le seau d'eau à l'intérieur de la cabane. De la glace sur l'herbe dehors. De la glace dans l'air qui mordait les poumons de Ragnar quand elle respirait. Elle travaillait sur la boîte depuis 3 semaines. Le cadre était terminé. Les murs étaient montés. La porte était accrochée à ses charnières. Grossière mais fonctionnelle. Maintenant, elle doublait l'intérieur avec des pages de journaux, les collant aux planches avec de la farine mélangée à de l'eau. Ses mains étaient abîmées. Des ampoules sur des callosités sur des ampoules. La peau craquelée et saignante à chaque jointure. Elle les enveloppait dans des chiffons chaque matin et les déballait chaque soir pour trouver les chiffons trempés de sang et de fluide. Elle mangeait un repas complet par jour pour étirer les réserves de nourriture en donnant 2 à Liv. Elle avait perdu du poids. Sa robe pendait lâchement maintenant et ses pommettes apparaissaient saillantes dans le petit miroir qu'elle avait apporté de Chicago. Mais la boîte était presque finie. Liv aidait là où elle pouvait. Elle tenait des clous. Elle allait chercher de l'eau. Elle s'asseyait à l'intérieur de la boîte pendant que Ragnar travaillait sur l'extérieur, testant l'espace, prétendant que c'était une maison de jeu.
Elle ne comprenait pas à quoi cela servait. Elle avait 4 ans. Elle pensait que sa mère lui construisait un lit spécial. Et d'une certaine manière, elle avait raison. Marqueur de progrès. Le 22 octobre, la boîte était terminée. 6 pieds de long, 3 pieds et demi de large, 4 pieds de haut. Des murs en pain d'1 pouce. Une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Une doublure en papier journal pour l'isolation. Un matelas de paille sur le sol rempli de foin que Ragnar avait ramassé dans la prairie. Le lit de plumes de sa malle posé dessus. 3 couvertures en laine, 2 courtes pointes. Tout ce qu'elle avait concentré dans 84 pieds cubes. Elle est entrée avec Liv cette nuit-là et fermé la porte et est restée là dans le noir. L'air à l'intérieur était froid au début, la même température que la cabane. Mais en 20 minutes, elle a senti le changement. L'espace se réchauffait. Leur corps le réchauffait. Les murs gardaient la chaleur proche. Elle a pressé sa main contre des planches de pain. Encore fraîches, mais pas froides. Pas le froid mordant de l'air de la cabane. Ça marchait. La boîte fonctionnait. Mais le vrai test n'était pas encore venu. Le revers est survenu le 29 octobre. Une tempête de vent a balayé la prairie. Pas un blizzard, pas encore, mais un vent violent des plaines qui a fait trembler la baraque et a couché l'herbe. Ragnar était à l'intérieur, alimentant le poêle avec du foin torsadé quand elle a entendu le bruit. Un cri métallique, puis un fracas. Le joint du tuyau de poêle au niveau du collier du toit s'était séparé. La fumée envahissait la cabane. Ragnar a attrapé Liv et l'a tirée vers la porte, l'a poussée dehors dans le vent, puis s'est retourné. Le poêle brûlait encore. Des étincelles montaient dans l'espace où le tuyau avait été. Si elle touchait le toit en papier goudronné, toute la baraque partirait. Elle a jeté de la neige sur le feu. Des poignées à la fois, puisées dans la petite congère contre le mur nord, jetées sur les braises jusqu'à ce qu'elles sifflent et meurent. La cabane s'est remplie de fumée. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas voir. Elle travaillait au toucher, par désespoir, jusqu'à ce que le feu soit éteint et les étincelles mortes. Puis elle laisse monter sur le toit. Le vent déchirait sa robe, ses cheveux, ses mains. Elle a trouvé le tuyau du poêle. La section supérieure ne s'était pas envolée, juste séparée du collier. Elle l'a remise en place, a senti la résistance, a poussé plus fort. Il a glissé, de travers, mais connecté. Elle a enveloppé le joint avec du fil de fer. Plus de fil, toujours plus de fil. Et elle a tassé de la boue autour. De la boue qu'elle avait montée dans son tablier, la pressant dans les fentes jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis. Ça a tenu. Elle est redescendue, tremblante, et a trouvé Liv debout dans l'herbe avec sa poupée. Regardant, maman a réparé. Maman a réparé. Mais elle savait, debout là dans le vent, ses mains noires de boue et ses poumons brûlants de fumée, que cela ne resterait pas réparé. Le joint était plus faible maintenant qu'avant. Le fil de fer était une mesure temporaire. Le prochain coup violent, ou celui d'après, le ferait tomber pour de bon. Le lead clos n'était pas optionnel. C'était la seule chose qui se dressait entre elle et la mort. Halverson est revenu le 3 novembre. Il est venu avec un chariot chargé de bois. Une corde complète, fendue et empilée, prête à brûler. Il a tiré le chariot jusqu'à la baraque et a commencé à décharger sans un mot. Ragnar est sorti. Je ne peux pas payer pour ça. Ce n'est pas de la charité. Halverson a continué à décharger. Je vous achète les 2 poules. Vous avez une corde de bois pour 2 poules. Échange équitable. Ce n'était pas un échange équitable. Une corde de bois valait 2 $. 2 poules valaient 50 cents un bon jour. Mais il l'avait présenté comme un échange, pas comme de la charité. Elle pouvait l'accepter sans abandonner sa fierté. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. Halverson a posé la dernière brassée et s'est redressé. Il a regardé la baraque, puis le coin où le lit clos était visible par la porte ouverte. « J'ai vu ce que vous avez construit. J'ai marché jusqu'ici la semaine dernière quand vous étiez en ville. » Il a fait une pause. « C'est bien fait. Les joints sont solides. La porte s'ajuste bien. » Une autre pause. « Je ne pense toujours pas que ça marchera. Ça marchera, mais c'est bien fait. Ma grand-mère en a construit un à Telemark. Elle a dit, « Je sais ce qu'est un scapsing. Ma mère en avait un quand j'étais garçon. » Sa voix était calme. Je n'y ai pas pensé quand Ingrid est morte.
J'avais oublié ou je pensais que c'était des bêtises du vieux pays qui ne s'appliquaient pas ici. Il a croisé son regard. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que vous avez tort. Nous le saurons quand le froid arrivera. Il est monté sur son chariot. Si vous survivez à l'hiver, a-t-il dit, je dirais que j'avais tort. J'espère que je pourrais dire ça. Il est parti. Ragnar l'a regardé partir, puis a commencé à empiler le bois derrière la cabane. 3 cordes maintenant. Encore 12 de moins que ce dont elle avait besoin, mais 3 valaient mieux que 2. Novembre est passé, puis décembre. Le froid s'est installé. 20 en dessous de zéro la nuit, 0 pendant la journée. Le genre de froid qui gelait l'eau dans le seau et rendait les clous dans les murs blancs de givre. Ragnar gardait le feu allumé pendant la journée, l'alimentait avec du foin torsadé quand le bois manquait, et grimpait dans le lit clos avec Liv chaque nuit. Ça marchait. La température de la cabane chutait à 20 degrés, à 15, à 10. Le seau d'eau gelait solide. Le givre se formait à l'intérieur de la fenêtre, assez épais pour qu'elle ne puisse pas voir à travers. Mais à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur des couvertures, à l'intérieur du cocon de laine, de coton, de plumes et de chaleur corporelle, elle se réveillait au chaud. Pas confortable. Son nez était froid. L'air qu'elle respirait était froid. Mais son corps, son torse, ses jambes enroulées autour de Liv étaient chauds. Chaque matin, elle les poussait de la porte et sortait dans la cabane gelée, vivante. Elle a commencé à lui faire confiance. Elle a arrêté d'alimenter le feu à minuit. Elle le laissait brûler jusqu'aux braises et grimpait dans la boîte. Elle dormait toute la nuit et se réveillait sans engelure, sans dommage, sans la terreur de geler. Les sceptiques regardaient toujours. Martha a visité fin décembre et a regardé le thermomètre sur le mur de Ragnar. Il indique 10 degrés ici. Comment n'êtes-vous pas morte? La boîte. Martha a regardé le lit clos, puis de nouveau Ragnar. Tu as eu de la chance. Nous n'avons pas encore eu de vrais coups de vent. Attendre que le vent vienne. Attendre qu'il fasse 40 en dessous de zéro. Alors nous verrons. L'évaluation de Halverson début janvier. Vous êtes toujours là. C'est quelque chose. Mais janvier et février sont les mois qui tuent. Ne baissez pas votre garde. Bjornsson entendu au magasin le 10 janvier. Elle ne passera pas mars. Le premier vrai blizzard finira tout ça. Ce tuyau de poêle ne tient qu'à un fil. Je l'ai vu depuis la route. 11 janvier 1888. Le temps s'est réchauffé. Ragnar s'est réveillé avec le soleil et est sorti pour trouver la température au-dessus de zéro. La neige qui était tassée dure depuis des semaines se transformait en gadoue. L'eau goûtait des avant-toits de la baraque. L'air semblait doux, presque printanier. C'était de mauvais signe. Elle avait vu cela à Telemark. Les anciens appelaient cela le souffle du loup. La chaleur avant les pires tempêtes. Le loup expire de la chaleur pour vous attirer dehors, puis il mord. Elle a marché jusqu'au tuyau du poêle et l'a examiné. 2 des 3 joints étaient lâches. Le fil de fer était effiloché et rouillé. Le tassement de boue s'était fissuré. Une rafale violente, pensa-t-elle. Peut-être 2. C'était tout ce qu'il faudrait. Ce soir-là, le vent a tourné. Il venait du nord-ouest maintenant, portant une odeur différente. Tranchante, métallique, froide. Rana a apporté de la literie supplémentaire dans la boîte. Elle a rempli le seau d'eau et l'a placé juste à l'intérieur de la porte de la boîte. Elle a mis le reste du pain et un pot de saindoux sur l'étagère où elle pouvait les atteindre. Elle a dit à Liv, « Demain, si maman dit d'aller dans la boîte, tu y vas tout de suite. Ne pose pas de questions. Vas-y juste. » Liv a hoché la tête. Elle avait appris à prendre sa mère au sérieux. Cette nuit-là, Ragnar est resté éveillé et a écouté le tuyau du poêle cliqueter dans le vent. Le matin du 12 janvier s'est levé chaud et lumineux. La température était au-dessus de 30 degrés, remarquable pour janvier, impossible à croire. Ragnar a étendu le linge sur la corde à l'extérieur de la cabane. Liv jouait dans la boue, ravie par la chaleur. Le ciel était clair, le soleil brillait, et pendant quelques heures, on aurait dit que l'hiver pourrait finir tôt. Puis Ragnar a regardé vers le nord-ouest. L'horizon changeait. Une ligne sombre était apparue là où le ciel rencontrait la prairie. Pas exactement un nuage, mais un mur. Un mur solide de quelque chose qui avançait vers elle plus vite qu'elle n'avait jamais vu quoi que ce soit bouger. Elle avait entendu parler de ça. Les anciens en parlaient. La façon dont les tempêtes arrivaient dans les plaines. Pas graduellement comme dans les montagnes, mais tout d'un coup, un moment clair, l'instant d'après blanc.
Le mur était plus proche maintenant. Elle pouvait le voir tourbillonner, voir la neige à l'intérieur bouger horizontalement, voir l'obscurité en son cœur. Liv, sa voix était calme. Elle ne pouvait pas se permettre de paniquer. Rentre à l'intérieur maintenant. Liv a levé les yeux de la boue. Mais maman, je suis... Maintenant, elle a attrapé la main de sa fille et a couru vers la porte. Derrière elle, elle pouvait l'entendre arriver. Un son comme un train, comme un rugissement, comme rien de ce qu'elle avait jamais entendu auparavant. Elles sont arrivées à l'intérieur. Ragnar a claqué la porte, et puis la tempête a frappé. La baraque a tremblé. Ragnar n'avait jamais senti un bâtiment bouger sous ses pieds, mais la baraque bougeait maintenant. Les murs fléchissaient, les planches gémissaient, toute la structure oscillait contre la force du vent. Le son n'était plus du vent. C'était un rugissement, un cri, un mur solide de bruit qui rendait toute pensée impossible. À travers la fenêtre, elle ne pouvait rien voir. Pas la cour, pas le ciel, pas sa propre main quand elle la pressait contre la vitre. Le monde était devenu blanc. Un blanc si complet qu'il effaçait tout. La température à l'intérieur de la cabane a chuté. Elle pouvait la sentir tomber degré par degré alors que le vent trouvait chaque fente dans les murs et forçait l'air froid à entrer. Le poêle brûlait. Elle l'avait alimenté ce matin-là, mais la chaleur était arrachée plus vite que le feu ne pouvait la remplacer. Liv se pressait contre sa jambe, silencieuse, les yeux écarquillés. « Tout va bien », a dit Ragnar. Elle mentait. Elles savaient toutes les deux qu'elle mentait. Elle s'est dirigée vers le poêle et l'a alimenté avec plus de bois. Le feu a flambé, crépitant, mais la cabane ne se réchauffait pas. Le vent volait la chaleur avant qu'elle ne puisse se répandre. Elle pouvait sentir l'air froid passer devant ses chevilles, s'écoulant par les fentes à la base des murs, s'accumulant sur le sol comme de l'eau. Le tuyau du poêle a cliqueté. Ragnar a levé les yeux. Le joint au niveau du collier du toit tremblait à chaque rafale. Le métal vibrait, le fil de fer se tendait. Elle l'a regardé bouger d'un quart de pouce, d'un demi-pouce, se détachant et se remettant en place, se détachant et se remettant en place. Il ne tiendrait pas. Elle avait su qu'il ne tiendrait pas. Mais le regarder échouer en temps réel, regarder le moment approcher où le tuyau se séparerait et le feu deviendrait inutile ou dangereux. C'était différent de le savoir. Liv. Elle a gardé sa voix stable. Tu te souviens de ce que maman a dit ce matin à propos de la boîte? Liv a hoché la tête. Va dans la boîte maintenant. Grimpe dedans et attends maman. Liv a couru vers le coin, a tiré la porte du lit clos et a grimpé à l'intérieur. Elle a tiré sa poupée après elle et s'est assise là, regardant, attendant. Ragnar s'est retourné vers le tuyau du poêle. Le joint s'est séparé. Cela s'est produit en un instant. Un moment, le tuyau tremblait. L'instant d'après, la section supérieure s'est déchirée et a disparu dans le rugissement de la tempête. Le vent hurlait par le trou dans le bois. La fumée et les étincelles ont explosé dans la cabane. Le feu dans le poêle a flambé latéralement, poussé par le courant d'air descendant, envoyant des braises à travers le sol. Ragnar a attrapé le seau d'eau et l'a jeté sur le poêle. La vapeur et la fumée se sont élevées. Le feu a sifflé et lutté. Elle a jeté de la neige des poignées de la congère qui se formaient déjà contre l'intérieur du mur nord, jusqu'à ce que les flammes meurent et que les charbons deviennent noirs. Le poêle était mort, la cabane était ouverte à la tempête. Elle s'est tournée vers le lit clos. La distance était de 10 pieds. Elle l'a traversé en 3 pas, a attrapé les couvertures qu'elle avait préparées à côté de la porte et a grimpé à l'intérieur à côté de Liv. Elle a tiré la porte derrière elle. Le loquet s'est enclenché. Obscurité. Le lit clos n'avait pas de fenêtre. Avec la porte fermée, l'intérieur était d'un noir absolu. Ragnar ne pouvait pas voir Liv, bien qu'elle puisse la sentir petite, chaude et tremblante contre son flanc. « Maman, je suis là. » Le feu s'est éteint. « Oui. Qu'est-ce qu'on fait? » Ragnar a arrangé les couvertures au toucher. Le matelas de paille était sous elle. Le lit de plumes par-dessus. Elle a superposé les couvertures en laine sur elles deux, puis les courtes pointes, bordant les côtés sous leur corps pour céder la chaleur. Elle a tiré la courte pointe supérieure sur leur tête, ne laissant qu'un petit espace pour l'air. « Nous restons dans la boîte », a-t-elle dit. « Nous restons au chaud. Nous attendons. » Combien de temps? Jusqu'à ce que la tempête s'arrête. Quand est-ce qu'elle s'arrêtera? Ragnar ne savait pas. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit
Quand elle sera prête, Liv est restée silencieuse un moment. Puis, maman, j'ai froid. Elle avait froid. Ragnar avait froid aussi. L'air à l'intérieur de la boîte était à la même température que la cabane, 20 degrés, peut-être plus froid, et chutait. Dehors, à travers les murs de la boîte et les murs de la baraque, le vent hurlait. Elle pouvait entendre la neige siffler contre les planches. Elle pouvait entendre la structure gémir. Elle pouvait entendre des fracas au loin qui auraient pu être des arbres tombant, ou des bâtiments s'effondrant, ou du bétail mourant debout. Mais à l'intérieur des couvertures, à l'intérieur du cocon de laine, de coton et de plumes, quelque chose se passait. Ragnar pouvait le sentir. Le petit espace commençait à se réchauffer. Son corps générait de la chaleur. 80, 90, 100 watts de chaleur constante, et les couvertures la piégeaient. Le corps de Liv en générait plus. Le lit de plumes sous elle isolait du sol froid. Les courtes pointes au-dessus scellaient ce que leur corps produisait. 10 minutes ont passé. Les tremblements se sont calmés. La respiration de Liv a ralenti. 20 minutes. L'espace à l'intérieur des couvertures était nettement plus chaud maintenant. Pas confortable. Le nez de Ragnar était froid. L'air qu'elle respirait était froid. Mais son corps était chaud. Ses jambes étaient chaudes. Ses bras enroulés autour de Liv étaient chauds. 30 minutes. Liv a arrêté de frissonner. Son petit corps s'est détendu contre la poitrine de Ragnar. Maman, oui. Il fait chaud maintenant, c'était vrai. La boîte fonctionnait exactement comme sa grand-mère l'avait promis. Les murs gardaient la chaleur proche. Le petit volume, 84 pieds cubes au lieu de 1000, signifiait que leur corps pouvait réchauffer l'air plus vite que le froid ne pouvait le voler. La cabane à l'extérieur de la boîte gelait, chutant vers 0, vers 10 en dessous, vers les températures mortelles qui tueraient la chair exposée en quelques minutes. Mais à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur des couvertures, elle survivait. Ragnar a fermé les yeux. Elle n'a pas dormi, ne pouvait pas dormir. Pas avec le vent qui hurlait et le bâtiment qui tremblait et la connaissance de ce qui se passait dehors. Mais elle s'est reposée, elle a tenu sa fille, elle a attendu. La nuit s'est étirée. Le temps a perdu son sens dans l'obscurité. Ragnar ne pouvait pas voir l'horloge sur l'étagère. Ne pouvait rien voir. Elle mesurait le temps par le rythme du vent, par les intervalles entre les pires rafales, par le lent réchauffement de l'air à l'intérieur des couvertures et le lent refroidissement de l'air dans la boîte quand elle soulevait la courte pointe pour respirer de l'air frais. La température à l'intérieur de la boîte a chuté à mesure que la nuit avançait. Elle pouvait le sentir, le froid pressant, s'infiltrant à travers les murs en pin, à travers la doublure en papier journal, cherchant à les atteindre. Mais le froid ne pouvait pas aller assez loin. Les couvertures créaient une barrière. Leur corps créait de la chaleur. Le calcul tenait bon. Elle a pensé à l'avertissement d'Halverson. Quand le grand froid arrivera, cet enfant gèlera dans son lit. Le grand froid était arrivé. 40 degrés en dessous de 0. Elle apprendrait le chiffre plus tard, mais elle pouvait le sentir maintenant. Sentir son poids de mortel pressé contre la baraque, pressé contre la boîte, cherchant un moyen d'entrer. Mais Liv ne gelait pas. Liv était au chaud, pressé contre sa poitrine, respirant lentement et régulièrement, endormi dans l'obscurité. L'enfant était vivante. L'enfant resterait vivante. À un moment donné, minuit peut-être ou plus tard, Ragnar a entendu un fracas dehors, proche, fort. Le son de quelque chose de grand se brisant. Elle s'est tendue, attendant que les murs de la baraque s'effondrent, attendant que la boîte soit déchirée et que le froid s'engouffre. Mais les murs ont tenu, la boîte a tenu. Le fracas, quoi que ce fût, n'était pas elle. Plus tard, elle apprendrait que c'était le poulailler des Lindgren, arraché de ses fondations et jeté à 100 mètres dans la prairie. À un autre moment, le bâtiment a gémi si profondément que Ragnar a pensé que le toit s'envolait. Elle a serré ses bras plus fort autour de Liv et s'est préparée. Mais le gémissement s'est estompé. Le toit est resté. Le lit clos est resté dans son coin, gardant sa chaleur, gardant ses occupants pendant que le monde extérieur essayait de les tuer. Elle n'a pas dormi. Elle ne pouvait pas. Mais elle s'est reposée et elle a attendu et elle a regardé Liv au chaud. La nuit la plus longue de la vie de Ragnar Turvik s'est terminée par le silence. Elle l'a remarqué graduellement, le vent diminuant, le rugissement s'estompant, le bâtiment ne tremblant plus.
Le silence était si complet, si soudain, qu'il ressemblait à la surdité. Elle est restée dans l'obscurité, écoutant, effrayée de bouger, effrayée que la tempête ne revienne. Mais elle n'est pas revenue. Elle a attendu une autre heure, ou ce qui semblait être une heure, puis a repoussé les courtes pointes et a cherché la porte du lit clos. Le loquet était froid contre ses doigts, assez froid pour piquer. Elle l'a pressé et la porte s'est ouverte. L'air qui a frappé son visage était brutal. A halté involontairement et a senti le froid mordre ses poumons. La cabane était opaque, la fenêtre était ensevelie sous la neige. La seule lumière était une faible lueur grise filtrant à travers les fissures des murs. Elle pouvait voir son souffle, épais et blanc, formant un panache devant elle. Elle pouvait voir du givre sur chaque surface. Les murs, le sol, le poêle mort, l'étagère, la chaise. Le seau d'eau à côté de la porte de la boîte était un bloc de glace solide. Elle a regardé le thermomètre sur le mur. Le mercure était au bas de l'échelle, en dessous du chiffre le plus bas imprimé. Quelque part au sud de 30 en dessous, peut-être 40. Assez froid pour tuer la chair exposée en quelques minutes. Assez froid pour geler une personne solide en une heure. Elle a regardé Liv, toujours enveloppée dans des couvertures, toujours chaude, clignant des yeux en se réveillant dans la lumière grise. Elles auraient dû être mortes. Tout le monde disait qu'elles devraient être mortes. Le feu s'était éteint il y a 18 heures. La cabane avait été ouverte à une tempête qui tuait le bétail debout et gelait les hommes solides à 15 pieds de leur porte d'entrée. Selon tous les calculs, selon tous les conseils que Ragnar avait reçus, elle et Liv devraient être des cadavres. Elles n'étaient pas des cadavres. Elles étaient vivantes. Elles étaient chaudes. La boîte avait tenu. Elle ne pouvait pas quitter la cabane. La porte était bloquée. La neige s'était accumulée au-dessus de la poignée, tassée solidement par le vent. La fenêtre était ensevelie. Même si elle pouvait creuser pour sortir, la température extérieure était mortellement froide et elle n'avait aucun moyen de se réchauffer si elle sortait. Alors elles sont restées dans la boîte. Ragnar ne s'aventurait dehors que pour récupérer le pain et le saindoux qu'elle avait préparés sur l'étagère, pour casser la glace du seau d'eau et la laisser fondre dans ses mains pour boire, pour se soulager dans le pot de chambre qu'elle avait placé dans le coin opposé. Chaque sortie prenait quelques secondes, et chaque fois qu'elle grimpait de nouveau dans la boîte, elle sentait la chaleur l'envelopper comme une étreinte. Liv restait sous les couvertures. Elle mangeait du pain et du saindoux et ne se plaignait pas. Elle avait 4 ans, et elle comprenait, de la manière dont les enfants comprennent, que quelque chose d'important se passait. Elle ne demandait pas quand elle pourrait sortir. Elle ne pleurait pas. Elle attendait. Le premier jour est passé. La température a légèrement augmenté à 20 en dessous, devinait Ragnar, bien que son thermomètre ne puisse pas mesurer aussi bas. Le givre sur les murs est resté. La cabane est restée une boîte gelée dans un monde gelé. Le deuxième jour est passé. Ragnar a entendu des bruits dehors, des cris lointains, le craquement de la glace, ce qui aurait pu être des chevaux. Elle a essayé d'appeler, mais sa voix était trop faible pour porter à travers les murs couverts de neige. L'après-midi du deuxième jour, quelqu'un a commencé à creuser à la porte. Le visage d'Halverson est apparu dans l'ouverture. Il portait une écharpe enroulée autour de sa tête, du givre dans sa barbe, ses yeux rouges et larmoyants à cause du froid. Il a fixé Ragnar debout dans la cabane dans sa robe et son châle, et pendant un moment, il n'a pas parlé. Puis il a regardé le trou du tuyau de poêle bouché solidement par la neige. Il a regardé le poêle mort. Il a regardé le givre sur chaque surface, la glace dans le seau d'eau, le thermomètre indiquant toujours en dessous de sa marque la plus basse. Le feu est éteint depuis 2 jours, a-t-il dit. Oui, il faisait 40 en dessous la première nuit. 30 en dessous la nuit dernière, oui. Il a regardé le lit clos dans le coin. Liv était assise à l'intérieur, enveloppée dans des couvertures, le regardant avec de grands yeux. Vous devriez être morte. Sa voix était plate, incrédule. Vous devriez être mortes toutes les deux, oui. Il a marché jusqu'au lit clos et s'est tenu au-dessus. Il a regardé les murs en pain, la doublure en papier journal visible par une fente où la porte rencontrait le cadre. Il a tendu la main et a touché le bois. Il a retiré sa main et a regardé Ragnar. C'est chaud. Ça retient la chaleur du corps. Ma grand-mère, je sais ce qu'un scapsing fait. Il l'a coupé, mais pas durement. Il semblait épuisé.
Il ressemblait à un homme qui avait vu trop de morts ces 2 derniers jours et qui avait du mal à comprendre pourquoi il n'en voyait pas plus maintenant. Je vous ai dit que cet enfant gèlerait dans son lit. Je vous l'ai dit en face. J'avais tort. Ragnar ne savait pas quoi dire. Elle ne s'attendait pas à des excuses. Elle ne s'attendait à rien. Halverson a regardé Liv. Tu es resté au chaud là-dedans. Liv a hoché la tête. Toute la nuit, les 2 nuits. Maman m'a gardé au chaud. Halverson s'est détourné. Il se tenait face au mur couvert de givre, ses épaules tendues, son souffle formant un panache dans l'air froid. J'ai eu tort avant, a-t-il dit doucement. À propos de l'hiver de 81, à propos de ce qu'il faut pour survivre, à propos de beaucoup de choses, il s'est retourné. Je le redirai plus fort pour que tout le monde entende. J'avais tort. La boîte fonctionne. Je suis heureux que vous soyez en vie pour le prouver. Il l'a aidé à sceller le trou du tuyau de poêle avec des planches du poulailler qui s'étaient éparpillées dans la prairie. Il lui a laissé une demi-corde de bois de sa propre réserve diminuée. Une réserve qui était maintenant dangereusement basse après 2 jours à brûler du combustible jour et nuit pour garder sa propre famille en vie. Avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte et a regardé le lit clos. « Apprenez aux autres, a-t-il dit. Montrez-leur comment le construire. Nous avons besoin de savoir. » La nouvelle s'est répandue plus vite que Ragnar ne l'avait prévu. À la fin de la première semaine, 3 familles avaient visité sa concession pour voir le lit clos. À la fin de la 2e semaine, 7, ils venaient à cheval, à pied, en chariot. Quiconque pouvait voyager sur les routes enneigées venait voir la boîte en bois dans le coin de la baraque de Ragnar Torvik. Elle leur a montré la construction, elle a expliqué les dimensions, 6 pieds de long, 3 pieds et demi de large, 4 pieds de haut. Elle leur a montré la doublure en papier journal, la façon dont la porte se verrouillait, le placement dans le coin où 2 murs existants fournissaient structure et d'isolation. Elle a expliqué ce que sa grand-mère lui avait dit. La boîte garde votre chaleur. La pièce la perd. Restez dans la boîte. Elle ne faisait pas payer. Elle ne se vantait pas. Elle leur montrait simplement ce qui lui avait sauvé la vie. Martha Lindgren est venue le 20 janvier. Eric était avec elle, sa main droite bandée. 2 doigts perdus à cause des engelures après avoir erré dans le blizzard en essayant d'atteindre sa grange. Il avait survécu de justesse. 3 de ses bêtes n'avaient pas survécu. Leur poulailler était éparpillé sur un quart de mille de prairie. Martha a regardé le lit clos pendant un long moment. Elle a passé sa main sur le bois. Elle a mesuré les dimensions avec un morceau de ficelle. Elle a posé des questions sur l'épaisseur des murs, le type de papier journal, l'arrangement de la literie. Puis elle a dit, « Je t'ai dit que c'était parier la vie de ton enfant sur un souvenir. » J'avais tort. Le souvenir avait raison et j'avais tort. Elle a regardé Eric. « J'en veux un. Je ne veux plus dépendre du poêle seul, pas après ce que nous avons vu. » Eric a hoché la tête. Il calculait déjà le bois. En février, les Lindgren avaient un lit clos dans leur cabane. En mars, 2 autres familles de la colonie en avaient construit. L'hiver suivant, le nombre avait doublé. Bjornsson n'a pas visité. Ragnar l'a vu au magasin général fin février, en train de récupérer des fournitures. Il l'a vu aussi. Leurs yeux se sont croisés à travers la pièce. Il n'a pas parlé. Il n'a pas reconnu ce qui s'était passé. Il s'est détourné et a continué sa conversation avec le commerçant comme si elle n'était pas là. Plus tard, elle a entendu ce qu'il disait aux autres. De la chance. La tempête n'était pas aussi mauvaise chez elle qu'ailleurs. Elle a eu de la chance et la chance tourne. Il n'a jamais admis qu'il avait tort. Il n'a jamais construit de lit clos. Il n'a jamais reconnu qu'une veuve avec 9 $ et un tuyau de poêle défaillant avait survécu à une tempête qui a tué 200 personnes alors que son propre bétail gelait dans sa grange. C'était très bien ainsi. Ragnar n'avait pas besoin de sa reconnaissance, elle avait Liv. Elle avait sa concession. Elle avait la boîte dans le coin qui les avait gardés en vie. Certaines victoires ne nécessitent pas que le vaincu admette sa défaite. Au printemps de 1888, au moins 7 familles de la colonie norvégienne du comté de Turner avaient construit des lits clos. Ragnar a montré à chacune les dimensions, la méthode de construction, le placement dans le coin. Elle n'a jamais fait payer, n'a jamais demandé de crédit. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle partageait librement, elle disait « Ma grand-mère n'a jamais fait payer ma mère pour lui apprendre. Je ne peux pas vous faire payer. »
La conception variait légèrement d'une cabane à l'autre. Certains utilisaient des rideaux au lieu de portes. Certains les construisaient plus grands pour les familles avec plus d'enfants. Certains ajoutaient de petites étagères à l'intérieur pour des bougies ou de l'eau. Mais le principe restait le même. Un petit espace clos retient la chaleur corporelle mieux qu'une grande pièce. Quand le feu tombe en panne, la boîte survit. Les colons ont arrêté de les appeler des scapsings après un certain temps. C'était un mot du vieux pays. Ils les ont appelés les boîtes de Ragnar pendant un temps, puis simplement des lits clos, et puis ils ont arrêté de les nommer tout court. Ils faisaient juste partie de la façon dont les choses se faisaient. Ragnar a validé sa concession en 1892, 5 ans après l'avoir enregistrée. Elle ne s'est jamais remariée. Des hommes ont demandé. Une veuve avec des terres était précieuse dans la prairie. Mais elle a toujours décliné. Elle avait Liv et elle avait la ferme, et c'était suffisant. Elle a agrandi la baraque d'origine 2 fois. D'abord en ajoutant une vraie chambre en 94, puis une cuisine en appentis en 99. Elle a acheté une cuisinière avec une vraie cheminée construite par un maçon de Sioux Falls, et elle n'a plus jamais eu à enrouler du fil de fer autour des jointes de tuyaux de poêle. Mais elle a gardé le lit clos d'origine en place. Il se tenait dans le coin de ce qui est devenu le salon, les planches de pin assombries par l'âge, la doublure en papier journal jaunie et cassante. Elle y a dormi chaque nuit d'hiver pour le reste de sa vie, même après avoir eu une vraie chambre avec un vrai lit. Liv lui a demandé une fois pourquoi elle ne déménageait pas dans la nouvelle pièce. La réponse de Ragnar était simple. « Je fais confiance à la boîte. » Elle est décédée en mars 1923, à l'âge de 67 ans, lors d'une épidémie de grippe qui a balayé le comté de Turner. Liv était à son chevet, âgée de 39 ans à l'époque, mère elle-même, ses propres enfants attendant dans la pièce voisine. Le lit clos, alors vieux de près de 40 ans, se tenait dans le coin où Ragnar l'avait construit. Les planches de pin étaient ombrées et lisses après des décennies d'utilisation. Les joints étaient toujours serrés. Les portes se verrouillaient toujours. Le 12 janvier 1888, la température a chuté de 40 degrés en 3 minutes. Nels Halverson avait dit clairement à Ragnar Torvik en août de l'année précédente ce qui arriverait à elle et à sa fille quand le froid arriverait. Quand le grand froid arrivera, a-t-il dit, cet enfant gèlera dans son lit et vous regarderez cela se produire. Le grand froid est arrivé. 40 degrés en dessous de zéro. Un vent qui a tué le bétail debout et gelé les hommes solides à 15 pieds de leur propre porte d'entrée. 235 personnes sont mortes à travers la prairie cette nuit-là, peut-être plus. Lois Royce a perdu 3 de ses élèves et ses 2 pieds. Ed Sheddick s'est enfoui dans une meule de foin et a survécu 78 heures, puis est mort quand même un mois plus tard. Des familles ont gelé dans leurs cabanes quand leurs feux se sont éteints et que leur combustible a manqué. Le feu de Ragnar Torvik s'est éteint. Son tuyau de poêle s'est arraché et a disparu dans la tempête. Sa cabane s'est ouverte au vent mortel. Elle a grimpé dans une boîte en bois de 6 pieds de long et 3 pieds et demi de large. Elle a serré sa file contre elle. Elle a fermé la porte. 18 heures plus tard, quand Halverson a creusé à travers la neige et a poussé la porte de la cabane, il a trouvé ce qu'il s'attendait à trouver. Une pièce gelée, un poêle mort, du givre sur chaque surface, un thermomètre lisant en dessous de sa marque la plus basse. Et puis il a vu ce qu'il ne s'attendait pas à voir. Une femme debout dans l'embrasure d'une boîte en bois, sa fille à côté d'elle. Toutes les deux respirant. Toutes les deux chaudes. L'enfant n'a pas gelé dans son lit. Ragnar Torvik n'a pas regardé cela se produire. Ce qu'elle a regardé à la place, c'était toutes les deux sortant de cette boîte et entrant dans le matin blanc et silencieux, vivantes. La boîte a tenu. Sa grand-mère avait raison. Et Ragnar Torvik, qui était arrivé dans la prairie avec $9 et aucune idée de comment survivre, est sorti de cet hiver et est entré dans le reste de sa vie.